Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet assez sensible en politique internationale pour la France, un sujet qu'on n'a pas trop le droit de critiquer, qu'on n'a pas trop le droit d'attaquer, je serais tenté de dire, c'est le sacro-saint couple franco-allemand. Alors, je vous avais parlé de cette volonté de faire une vidéo sur l'Allemagne il y a quelques temps, mais il faut avouer que l'actualité a énormément enrichi la réflexion de nombreuses personnes ces dernières semaines. Et là, donc je vais me livrer à une vidéo un peu plus longue que d'habitude, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Pas dans un sens du politiquement correct, hein, je vous préviens, si vous pensez que c'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher. C'est vrai que cette construction européenne appuyée sur ce moteur franco-allemand fait qu'aujourd'hui on vit dans la paix. Ça, c'est quelque chose de vraiment notable et dont il faut se féliciter, tout le monde est d'accord là-dessus. Par contre, il y a un coup franco-allemand, un coup politique qui est beaucoup plus discutable, qui est beaucoup plus compliqué à analyser. Qui est gagnant, qui est perdant, est-ce que l'équilibre est toujours maintenu? Bah écoutez, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui parce que je trouve que la guerre en Ukraine a provoqué des évolutions au niveau justement du coup franco-allemand assez intéressantes qui créent un déséquilibre, peut-être même deux visions de l'Europe différentes mais de manière plus exacerbée qu'elle ne l'était par le passé. Alors avant de commencer, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez vous abonner à cette chaîne, donc n'hésitez vraiment pas à le faire, à activer la petite cloche pour être informé par une notification quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, et puis bien sûr à liker et puis commenter cette vidéo qui est réellement elle faite pour le débat, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous. Alors il faut avouer à Macron une conviction, c'est sa conviction européenne, sa conviction fédérale, sa conviction de l'intégration au maximum des États dans justement l'Union européenne. C'est un fil conducteur de sa politique depuis tous ses mandats, hein, le précédent et celui-ci. Mais aujourd'hui, l'Allemagne a aussi une volonté. Alors, ça touche plein de sujets. Le principal qu'on va traiter, c'est les questions de défense et d'industrie de la défense, parce que c'est vraiment là-dessus qui est en train d'aujourd'hui est en train de se jouer le clivage, un peu c'est cette fissure dans le couple idyllique tel qu'on nous l'a toujours décrit. Puis après, il y a d'autres sujets énergétiques, bien sûr, et puis économiques, politiques, ça vous en doutez. Mais voilà, c'est un sujet de fond qui est là pour vous faire réfléchir, qui est aussi le fruit d'une réflexion longue pour moi, hein. S'il y a un sujet où il commence à y avoir des réelles fissures dans l'entente, dans le couple franco-allemand, dans la vision commune entre l'Allemagne et la France au niveau européen, c'est bien les questions ultra stratégiques, hein, de défense et d'industrie de la défense. Alors on va revenir un peu en arrière, à une période où Trump était encore président, où Macron a vraiment marqué des points dans la construction d'une défense autonome, avec une souveraineté au niveau de l'Europe, et l'Allemagne commençait à vraiment donner l'impression de vouloir adhérer à ce projet-là, elle qui était très atlantiste, hein, qui avait remis la question de la défense de son territoire dans les mains de l'armée américaine. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'énormes bases américaines en Allemagne, que l'Allemagne possède des bombes nucléaires prêtées par les Américains. Voilà, donc c'est vraiment la défense en Allemagne, c'est l'OTAN, c'est les USA, c'est pas du tout la Bundeswehr, l'armée allemande. C'est pas voilà leur vision parce qu'ils sont plutôt une méfiance vis-à-vis de l'armée, hein. Ça, c'est l'héritage de la deuxième guerre mondiale. Ils passent plus de temps à chasser l'extrême droite au sein de leur régiment qu'à les entraîner. Donc, il faut vraiment être conscient de cet antimilitarisme, de cette crainte vis-à-vis de l'armée qui est vraiment au cœur de la politique allemande, du contrôle très fort du Parlement sur les questions de défense et toujours avec cette chasse aux nazis, hein, parce qu'il y a des vraies affaires dans des unités d'élite allemandes. Donc il faut vraiment être conscient de ça. La défense pour les Allemands, c'est pas du tout eux, c'est les Américains. Mais avec l'arrivée de Donald Trump et son comportement justement de désengagement de l'Union européenne pour réorienter l'armée sur la Chine, les Allemands d'un seul coup ont eu peur. Et ils se sont dit, bon, vu que les bases pouvaient fermer, que les soldats américains commençaient à partir, qu'à un moment, ils allaient devoir prendre en main la défense européenne. Et c'est là où Macron a été bon et a marqué des points à une époque, en disant, bah, écoutez, on va construire l'autonomie stratégique européenne, on va construire l'industrie de la défense européenne. Voilà, il y avait vraiment une volonté d'une souveraineté militaire et de défense européenne menée par la France, qui avec le Brexit était, on va dire, la dernière armée de type superpuissance, hein, tout bon, avec la bombe nucléaire, avec une capacité de projection de force, d'intervention dans le monde entier. On est une des rares armées à être capable de faire ça dans le monde. Les Allemands sont incapables de le faire, par exemple. Même, je crois qu'on est la seule armée en Europe avec vraiment à ce niveau de technique, de masse et de capacité, hein, de capacité à faire avec les porte-avions, les navires amphibies et compagnie. Donc voilà.
il y a eu ce moment européen de la défense qui a été une vraie victoire pour Macron, et je le redis, qui moi me plaisait. Je me disais, tiens, on est en train vraiment de faire quelque chose. Et c'est de là sont nés plein de programmes comme l'avion franco-allemand, avec le SCAF, hein, ce fameux avion avec des drones autour, voilà, avec des vecteurs autour, comme ils appellent ça. Donc vraiment un avion de sixième génération. Il y a eu le char franco-allemand, il y avait vraiment des projets intéressants. C'est à cette époque-là où on achetait justement nos armes légères, le fameux HK, aux Allemands. On disait, allez, c'est la construction européenne, même si HK est en partie sous capitaux français, mais bon, ça, ça reste une entreprise allemande. Voilà, il y avait vraiment une volonté de faire quelque chose, et c'était l'instant, voilà, vraiment de défense européenne intéressant. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré parce que la victoire de Biden a fait un retour, c'est le retour des Américains au niveau de la défense européenne. Donc les Allemands ont commencé à prendre du recul. Et puis la guerre en Ukraine a été un deuxième déclencheur chez les Allemands. Ils se sont aperçus qu'ils n'avaient plus d'armée, qu'il y avait un vrai danger en Russie. Donc là, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, on est rentré dans une phase très compliquée dans la relation franco-allemande en matière de défense, où on s'aperçoit que les Allemands sont en train d'essayer de détruire ce qui avait été construit durant cette période de doute chez eux, hein. Alors, le premier acte, c'est sur l'avion, hein, franco-allemand, les difficultés que Dassault a à garder le leadership sur l'avion, et aussi la technique allemande qui est de demander des garanties industrielles, de briser la répartition 50-50 entre la France et l'Allemagne en faisant rentrer d'autres intervenants qui sont liés à l'Allemagne. Voilà, il y a toute une stratégie de gêne industrielle mise en place par l'Allemagne pour justement mettre la France dans une position où nous on se pose des questions sur notre indépendance stratégique vis-à-vis d'eux, le pillage technologique aussi, parce qu'il y a ce problème-là sur l'avion. Et donc là, l'avion franco-allemand bat de l'aile, sérieusement, on devrait, à mon avis, ne se fera pas. C'est Dassault qui en fera un pour la France, comme l'a été le Rafale. Donc on évolue, voilà, moi je ressens ça comme un sabotage allemand des programmes européens. Il y a eu plein d'exemples, hein. Donc sur le char, c'est très compliqué. Oui, ils reprennent la même stratégie de faire rentrer d'autres intervenants qui, en plus, ont produit un char purement allemand à côté qui va faire concurrence aux chars franco-allemands qui sont censés développer. Donc ça, c'est pareil, ça crée une difficulté sur ce programme-là. Il y a eu le sujet d'avions de reconnaissance en mer, hein, qui devait être franco-allemand, où là, c'était un premier acte assez violent pour la France parce que malgré des concessions françaises, les Allemands ont préféré acheter sur étagère un avion américain. Ça a été le premier acte. Alors, après, il y a l'histoire du F-35. Donc, comme les Allemands ont des bombes nucléaires américaines, ils doivent avoir des avions américains pour les transporter. Ils auraient pu prendre un F-18 ou un F-16. Ils ont préféré prendre le F-35, qui est vraiment l'avion de dernière génération américain, qui se vend partout en Europe. Ça remet encore en cause la problématique de cet avion franco-allemand. Donc voilà, vous voyez, tous les programmes depuis la guerre en Ukraine, les programmes franco-allemands sont en train de s'écrouler. Macron s'y tient parce qu'il pensait avoir gagné la partie durant Trump, mais il s'y raccroche en espérant emmener les Allemands dans cette vision de la souveraineté, de l'autonomie stratégique européenne construite entre Européens pour les Européens. Donc voilà, c'est un peu des lignes françaises, hein, pas toujours pour autant, hein. Il y a vraiment ce fond en nous qui reste. Mais donc voilà, on est dans une situation où l'Allemagne avait la volonté de reprendre un leadership militaire, hein. C'est ce qu'ils ont annoncé en annonçant 100 millions d'investissements. Il faut être conscient que ça va être de l'achat sur étagère de produits américains, hein. C'est leur vision de la défense, c'est l'OTAN. Ils achètent américains pour renforcer le lien avec les États-Unis au détriment de l'industrie européenne. Il faut être conscient qu'il y a une industrie française qui est très forte, il y a une industrie belge sur des armes légères, il y a l'industrie tchèque qui est intéressante, hein. Il faut savoir, par exemple, nos munitions sont faites par une entreprise qui s'appelle Cellier Bello, mais qui est en République tchèque, qui n'est pas française, malgré son nom, qui ont des industries comme CZ, tout ça. Voilà, il y a vraiment de l'industrie. Les Polonais, eux, ont pris une autre option parce qu'ils se sont alliés avec la Corée du Sud pour faire des chars, tout ça, et justement remonter l'industrie souveraine polonaise avec la Corée du Sud. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui se passent en termes de défense en Europe du fait des Russes. Et c'est vrai que les Allemands, ils ne jouent pas la carte européenne et ça perturbe la France. C'est un danger pour notre indépendance à nous, hein. Là, il y a eu deux coups tordus là, dernièrement sur un projet de missile hypersonique, hein, où la France on est peut-être allé un peu en confiance avec une grande entreprise et l'Union européenne a affecté des fonds à euh, une
obscure société espagnole qui n'a pas vraiment de connaissances en la matière, mais pour justement l'égalité de la répartition des aides européennes sur l'ensemble des pays. Oui, on n'est pas dans la stratégie et la technologie, on est sur le magma à l'européenne. Voilà, donc il y a des vrais sujets. Et le tout dernier coup dur, c'est sur le système de défense anti-aérienne, anti-missile européen, ce fameux bouclier, que les Allemands ont voulu prendre en leadership, donc ils ont pris le leadership dessus, et on s'aperçoit que c'est de l'achat sur étagère de missiles patriotes américains, Arrow 3 israéliens, mais avec de la technologie américaine. Et tout ça, voilà, ça pose d'énormes problèmes d'autonomie et de souveraineté de défense, hein, parce qu'on est quand même très soumis à la volonté américaine, qui est de retour en Europe avec la guerre, il faut être conscient. C'est aussi un problème économique, parce qu'il faut savoir que pour la France, nous, on est un pays exportateur d'armes. Si vous avez des composants américains, les Américains peuvent mettre un veto à l'export en disant bah, nous on ne veut pas que vous exportez. Donc si par exemple on est en concurrence avec l'avion européen face aux Américains sur un marché, ils peuvent très bien nous interdire l'exportation pour nous sortir du marché et vendre leurs avions. Vous voyez, c'est vraiment, il n'y a pas de pitié dans ce monde de l'industrie de la défense. Il faut être conscient de ça. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez compliqué. Et là, moi, je vois une réelle fracture entre deux visions. La vision totalement atlantiste de sous-traitance de notre défense aux Américains, qui est portée par l'Allemagne, qui est un peu soutenue aussi par les pays de l'Est, parce qu'ils ont peur des Russes, hein. Mais comme vous voyez, la Pologne est en train de prendre une option un peu parallèle avec les Sud-Coréens. Et il y a aussi l'option française qui est d'une souveraineté européenne indépendante qui peut faire du commerce d'armes de manière totalement autonome parce qu'on est propriétaire de notre technologie. Et là, on marque des points sur un autre sujet, enfin sur un autre secteur, c'est les Balkans, parce que bon, on a la Grèce qui est un allié aujourd'hui réel de la France, ils nous ont acheté des Rafales, ils sont sur nos bateaux aussi, parce qu'eux, ils sont en concurrence avec la Turquie, qui est la deuxième armée de l'OTAN, et ils ont compris que les Américains n'étaient pas toujours à l'équilibre. Donc la carte française n'était pas inintéressante pour eux. Il y a la Croatie qui a acheté des Rafales et là va acheter visiblement des Crotale NG pour la défense antiaérienne à courte portée, moyenne portée. Ils se sont un peu traumatisés par ce drone russe qui devait atterrir en Russie, qui finalement a atterri à Zagreb, qui n'a pas été intercepté et qui est tombé chez eux sans que personne ne le voie. Donc voilà, ils veulent acheter l'équipement français en complément des Rafales. Et puis il y a la Roumanie où on est très présent aujourd'hui militairement parce qu'on commande les troupes de l'OTAN là-bas. Il y a peut-être une carte française voilà, pour notre industrie, pour travailler sur la souveraineté avec ces pays des Balkans qui ne sont pas les plus riches, qui ne sont pas les pays les plus puissants, mais avec qui on peut s'entendre, avec qui on a parfois des brins d'histoire commune, hein. La Croatie a été gouvernée par les Anjou par exemple. Mais voilà, il y a vraiment des choses intéressantes à voir dessus. Moi, je pense qu'il y a un avenir sur cet axe balkanique qui nous permettrait de rebondir. Bien sûr, avec une entente avec l'Italie, parce qu'ils ont une très belle industrie. Même si la nouvelle première ministre, hein, Giorgia Meloni, est très atlantiste, hein, elle est beaucoup plus atlantiste que ne pouvait l'être le gouvernement précédent. Mais bon, on va voir comment ça évolue. Alors, s'il y a un sujet où il y a un réel conflit frontal entre les Français et les Allemands, c'est bien la question de l'énergie, de la manière de le produire. Donc, je pense qu'avec la crise en Ukraine, tout le monde a compris que les Allemands ont parié sur le gaz et s'opposent au nucléaire, et que les Français sont plutôt pro-nucléaire et ne veulent pas être dépendants du gaz, et que la guerre en Ukraine, bah, justement, a créé une rupture et une ouverture du conflit, elle a vu tous là-dessus. Le premier acte là-dessus, c'était cette fameuse négociation de la taxonomie de l'énergie en Europe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'était l'énergie verte. Les Français voulaient intégrer dans cette taxonomie le nucléaire pour justement qu'ils puissent bénéficier des aides européennes. Les Allemands s'y opposaient fermement. Il ne faut pas oublier que la fermeture de Fessenheim, c'est en bonne partie pour faire plaisir aux Allemands. Ça, c'est quelque chose que l'on ne doit pas oublier. Et Macron a cédé là-dessus. C'était une erreur, parce qu'aujourd'hui, on le paie. Donc voilà, il y a un vrai conflit. Il y a un conflit industriel, il ne faut pas cacher, parce que derrière le conflit gaz nucléaire, c'est à qui sera le plus compétitif dans son industrie. C'est une guerre économique que mène l'Allemagne à la France, parce que nous, on a une production électrique qui est à moindre coût qu'eux, donc ils nous embêtent là-dessus. Et là, le gaz, on voit bien que pour eux, bah, c'était le moyen, avec ces fameux gazoducs, d'avoir une suprématie économique et industrielle en Europe, et puis même mondiale, parce que ça reste une puissance industrielle majeure dans le monde. Et là, il y a un argument qui va dans ce sens-là, c'est les 200 milliards qui viennent de mettre pour justement
diminuer le coût de l'énergie gaz auprès de l'industrie allemande pour justement que l'industrie allemande reste compétitive. Ça fait hurler les pays européens parce que personne n'a les moyens de mettre autant pour cette chose-là, pour baisser les prix là-dessus à ce niveau-là. Donc voilà, l'énergie, il faut bien comprendre que c'est pas savoir est-ce qu'on doit. Enfin, je vais même être très froid, le climat est à la limite secondaire. La question, c'est comment avoir l'énergie au moindre coût pour que l'industrie du pays domine. On est vraiment sur ce sujet-là. Les Allemands sont sur ce sujet-là, les Français aussi, parce que nous, l'industrie nucléaire pour nous est une source d'électricité pas chère et aussi une source de déploiement de nos centrales en Europe. Et là, je pense que les coûts vont commencer à être portés entre la France et l'Allemagne sur est-ce qu'on développe au niveau européen de la centrale nucléaire de technologie française, EPR ou autre, ou alors est-ce qu'on va sur la technologie gaz, un peu plus compliquée, mais surtout verte, allemande, que sont les éoliennes. Il faut savoir que les Allemands et les Danois dominent le marché éolien en Europe. Donc voilà, c'est un vrai sujet. Il y a un autre sujet qui va être abordé bientôt, c'est l'indexation du prix de l'électricité sur le gaz. Alors ça, c'est un sujet assez complexe. Mais pour simplifier, ça a été voulu par les Allemands parce que c'est en gros le prix de leur énergie à eux et qui surenchérit l'énergie française quand nos centrales marchaient. Voilà. Aujourd'hui, on a d'autres problèmes, mais qui ne sont pas dus aux Allemands, c'est bien dû à nous, le problème de l'entretien des centrales. Parce qu'on voulait les fermer et là, on s'aperçoit qu'on en a besoin. Là-dessus, il y aurait aussi à en dire. Mais voilà, soyez conscients que réellement, sur la question énergétique, c'est une autre fissure dans ce couple franco-allemand et c'est une concurrence frontale qui va être celle des années à venir. Parce que nous, si on n'est pas bête, on va vouloir vendre nos centrales à d'autres pays européens, on va vouloir faire la promotion du nucléaire parce que le gaz est en train de tomber à l'eau. Et les Allemands, eux, vont vouloir ou garantir s'ils sont toujours dans le refus du nucléaire, garantir leur domination, on va dire, économique et industrielle sur l'Europe. Et donc, le coût de l'énergie est fondamental dans ce combat-là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Il va y avoir des coups tordus encore, ça faut en être conscient. Et ça va mettre à rude épreuve le couple franco-allemand, ça j'en suis certain. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'était vraiment un plaisir de la faire, parce que j'aime bien parler de géopolitique, voilà, d'affaires étrangères. J'en fais peu de ce genre de vidéos sur cette chaîne. Ça a été l'occasion de me lancer un peu plus sur une série. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas donc, à vous abonner, mettez un petit pouce, et puis moi j'attends vos commentaires, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. À bientôt.